prêt. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Patrick et mes chers collègues. Madame la Ministre, vous venez de qualifier notre proposition de loi de sans objet, d'inutile, de contre-productive et d'approximative. Rien que cela. Vous comprendrez que le groupe socialiste radical et citoyen qui défend cette proposition de loi et son rapporteur Jean-Patrick Gille ne partage pas votre point de vue quelque peu lapidaire. Et je crois d'ailleurs qu'un certain nombre de députés qui sont présents ce soir sur ces bancs, certes trop peu de députés présents ce soir sur ces bancs, mais de tous les bancs, et qui travaillent sur ce dossier depuis maintenant de longs mois, sont loin de partager vos certitudes. Et donc nous avons souhaité avoir ce débat là où il doit avoir lieu, c'est-à-dire ici, dans cette enceinte de l'Assemblée nationale, dans la transparence, aux yeux et au vu de tous. L'enjeu de cette proposition de loi est clair. C'est la préservation de la spécificité de notre modèle social et de nos services publics locaux. Les services sociaux d'intérêt général sont au cœur de notre modèle social et du modèle social européen. Les services sociaux d'intérêt général, ce sont les services d'intérêt général qui contribuent à la cohésion sociale dans nos territoires. Il s'agit des services à la personne, petite enfance, personnes âgées, des services sanitaires, sociaux, de la formation, mais aussi du secteur associatif, 1 200 000 associations, 15 millions de bénévoles, 2 millions de salariés, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture par exemple, mais aussi les services sociaux d'intérêt général, ce sont aussi tout le mouvement d'éducation populaire. Et donc, les services sociaux d'intérêt général jouent un rôle fondamental de protection de la population, en particulier des plus modestes, nous le savons, dans un contexte de crise économique et sociale sans précédent. Ils sont bien souvent le dernier rempart contre aujourd'hui l'exclusion, la grande précarité et la pauvreté pour nombre de nos concitoyens. Les services sociaux d'intérêt général sont aussi au cœur de notre économie. Ils représentent plus de 10% des emplois en France, mais aussi en Europe, avec notamment le secteur très dynamique de l'économie sociale et solidaire. Enfin, les services sociaux d'intérêt général jouent un rôle d'animation primordial dans nos territoires. Je pense notamment aux centres sociaux ou aux structures socio-éducatives dans nos quartiers populaires. Toutes les collectivités locales, les 36 000 communes, les 60 000 opérateurs locaux sont directement concernés par cette question. Alors, voulons-nous que ces services sociaux d'intérêt général soient considérés comme des activités marchandes comme les autres, soumises au plan européen, aux règles de la concurrence et du marché intérieur, au risque de les fragiliser, voire de les menacer de leur existence même, ou bien décidons-nous, en tant que législateurs, dans le cadre de la transposition de la directive service, de leur apporter tout naturellement un maximum de sécurité juridique et financière. C'est ça l'enjeu politique majeur de cette proposition de loi. D'ailleurs, Jean-Patrick Gille l'a rappelé tout à l'heure, c'est une question qui est durablement inscrite dans l'agenda politique national et européen. La question posée par cette proposition de loi, c'est donc de savoir si nous voulons, oui ou non, consolider notre modèle français de services publics sociaux. Alors, que pouvons-nous faire? L'idéal, nous le reconnaissons tous, aurait été de disposer d'un cadre de sécurisation juridique au plan européen. Mais nous savons que les conditions d'adoption d'une directive cadre sur les services sociaux d'intérêt général ne sont pas réunies à ce stade. Alors, l'enjeu de cette proposition de loi, c'est bien de remettre le Parlement, la représentation nationale, au cœur du processus de transposition de la directive service. Le Parlement ne peut être dessaisi de cette question. Nous souhaitons tout simplement exercer pleinement nos fonctions de législateur et nos fonctions de contrôle. Il ne s'agit pas, comme nous l'avons entendu sur les bancs de l'UMP, de réécrire la directive service, mais bien de la transposer en droit interne,
en respectant l'esprit et la lettre du compromis politique intervenu en décembre 2006 entre, d'une part, le Parlement européen et la Commission. La directive elle-même prévoit une large latitude pour les États membres dans le processus de transposition afin d'apprécier, en fonction du contexte national, ce qui relève ou non de la catégorie des services sociaux. Le traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre 2009, renforce cette latitude en accordant dans son article 14 une place plus importante aux parlements nationaux pour établir les principes et fixer les conditions garantissant le bon accomplissement des missions de service public dans l'Union européenne. La directive européenne, comme le traité de Lisbonne, fournissent donc expressément un certain nombre de garanties et de dispositions protectrices dont il revient à chaque État membre de se prévaloir. Le calendrier était connu de tous. La directive devait être transposée avant le 28 décembre 2009. Dès octobre 2008, un rapport de la mission d'information présidée par Pierre Morange, qui est présent, sur le financement et la gouvernance des associations, formulait un certain nombre de propositions pour sécuriser les associations qui exercent des missions d'intérêt général et demander leur exclusion du champ d'application de la directive service. La circulaire publiée hier répond en partie aux besoins du secteur. Elle est loin, cependant, de tout régler. Les coordinations associatives continuent de revendiquer la préservation d'un secteur non lucratif. Le refus d'exclure un certain nombre d'acteurs associatifs du champ de la directive apparaît comme une occasion manquée. Le rapport demandait aussi, à l'époque, au gouvernement de profiter de la présidence française de l'Union européenne pour agir avec force. Nous avons laissé passer la présidence française de l'Union européenne, qui aurait pu être un moment fort pour inscrire à l'agenda politique des institutions européennes la question des services sociaux d'intérêt général. Aucun résultat. Par la suite, le groupe SRC n'a cessé de vous interpeller avec constance sur la méthode retenue par la France pour transposer la directive service. J'ai interrogé le ministre des Affaires européennes, à l'époque, M. Bruno Le Maire, sur les intentions du gouvernement. Pas de réponse claire. La Commission des Affaires européennes s'est emparée de ce débat et a produit, à l'initiative notamment de Valérie Rousseau-de-Bord et de Christophe Carrèche, qui sont présents ce soir, un rapport d'information sur les services sociaux d'intérêt général. Et ce rapport que nous avons voté demandait une exclusion claire et large des services sociaux d'intérêt général à l'occasion de la transposition par la loi de la directive service. À son tour, la Commission des affaires sociales a examiné le 10 juin 2009 deux propositions de résolution sur la question. L'une émanant de la Commission des affaires européennes et l'autre, plus volontariste, du groupe SRC, demandant à ce que cette question soit examinée ici même en séance publique de l'Assemblée, ce qui nous a été refusé. Plus tard, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur la formation professionnelle, avec Jean-Patrick Gilles, nous sommes revenus à la charge, c'était à l'été 2009, sans obtenir de réponse satisfaisante et claire du gouvernement sur sa position. Là, nous apprenons en fin d'année 2009 que le gouvernement a fait le choix d'écarter, de squeezer littéralement le Parlement pour transposer de façon administrative, technique et réglementaire la directive service. La France est le seul pays en Europe, avec l'Allemagne, sur les 27 États membres, à avoir choisi une telle méthode de transposition en préférant négocier avec la Commission européenne des régimes d'autorisation plutôt que de faire une loi cadre générale. L'UMP, qui aime à répéter que notre pays est isolé et cultive sa singularité en Europe, par exemple sur un certain nombre de sujets, comme les services publics ou les acquis sociaux, pour mieux les affaiblir, se retrouve pris en flagrant délit. Nous sommes les seuls en Europe, avec l'Allemagne, à avoir fait un tel choix de transposition. Ce choix incompréhensible d'une transposition discrétionnaire, en catimini, dans l'opacité, n'est pas seulement discutable, elle est contestable. Et oui, c'est un déni de démocratie. Les 500 fiches d'autorisation transmises à la Commission ne sont pas publiques. Les parlementaires n'ont pas eu connaissance du rapport de transmission en date du 5 janvier. Nous l'aurons dans quelques jours, vous venez de nous le dire, Madame la Ministre. Mais tout juste apprend-on, au hasard des conversations, que les services de la petite enfance ne seraient pas exclus du champ d'application de la directive quand les laboratoires d'analyse médicale le seraient. Quelle est la cohérence ? À travers cette dissimulation inacceptable pour les représentants du peuple que nous sommes, le gouvernement a fait preuve de légèreté, de désinvolture et d'une inconséquence coupable. Alors, par rapport à cela, notre proposition de loi fait le choix clair et dans la transparence d'une exclusion large des services sociaux d'intérêt général du champ d'application de la directive service.
La méthode législative est préférable au régime d'autorisation négociée au cas par cas, au marchandage entre le gouvernement et la Commission. Nous proposons une loi de clarification pour les services sociaux. Elle permet à ceux-ci de bénéficier des dispositions du traité de Lisbonne sur la protection des missions d'intérêt général. Elle permet d'exempter de notification à la Commission européenne des aides d'État au titre du financement public des services sociaux, tout en précisant les modalités concrètes de mandatement. Elle crée une convention de partenariat d'intérêt général pour sécuriser en droit les pratiques de contractualisation des collectivités locales, ce qui permettra d'éviter le recours systématique non justifié aux procédures de marché public. Bref, ce texte sécurise juridiquement le fonctionnement et le financement des services sociaux d'intérêt général et clarifie la notion clé de mandatement. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe SRC votera dès demain cette proposition de loi relative à la protection des missions d'intérêt général confiées aux services sociaux et aussi à la transposition de la directive Services. Je rappelle que ce texte est soutenu par le collectif Services sociaux d'intérêt général qui regroupe 19 organisations nationales de services sociaux, mais aussi par la CPCA, la coordination permanente la conférence permanente des coordinations associatives qui représente 500 000 associations dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Juanico. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq pour 10 minutes.